Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme d'e-radio et d'e-TV. Ce soir, nous recevons l'ambassadrice de la République de Turquie au Sénégal ou de la République de Turquie, son Excellence Hatice Nur Saman. Bonsoir, Madame l'ambassadrice. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accréditée à Dakar depuis le 1er février 2023. Alors, comment vous sentez-vous au pays de la Teranga? J'adore le pays de la Teranga. Et je tiens à vous remercier pour avoir dit la République de Turquie. En effet, le nom de mon pays est Turquie. Donc je vous remercie d'avoir souligné et de l'avoir dit ainsi. Je suis, comme vous l'avez dit, je suis au Sénégal depuis le 1er février 2023. Je connaissais le Sénégal auparavant parce que j'ai travaillé en tant que directrice générale pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères. Oui. Et c'était mon rêve de venir au Sénégal. Donc me voilà ici depuis maintenant plus de 14-15 mois. Alors, les 4 et 5 mai derniers, s'est tenu à Banjul, en Gambie, le 15e sommet de l'Organisation de coopération islamique, l'OCI, après plusieurs reports. Votre pays y a pris part. Quel est le bilan que vous en tirez? En effet, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs reports. La Turquie a été représentée par notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. Hakan Fidan. En fait, l'attente de la Turquie était de voir que le monde musulman adopte une position commune par rapport à la tragédie humaine, bien sûr, en Palestine, et qu'ils s'unissent pour vraiment pour prendre des sanctions concrètes à l'encontre d'Israël. C'était en fait notre souhait, et c'était aussi de voir que ce sommet soit la voix de tous nos frères et sœurs du monde musulman dans différentes régions du monde qui souffrent, et on avait besoin vraiment que l'unité soit démontrée, qu'il y ait une solidarité du monde musulman. Et nous sommes heureux, nous avons constaté évidemment que les pays africains, notamment et surtout, je voudrais dire le Sénégal, sont également sensibles évidemment à la cause palestinienne. D'ailleurs, nous tenons à féliciter son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye pour sa position qui a été très claire et nette, qu'il a exprimée lors du sommet concernant la Palestine, et ça s'aligne totalement avec la position de notre pays, ainsi qu'à ses propos par rapport à cet esprit de solidarité et de fraternité islamique, qui est très important pour nous aussi. Et donc, pendant le sommet, nous avons exprimé notre position par rapport à la Palestine, ainsi que nos attentes par rapport en matière d'islamophobie. Et nous avons aussi souligné en fait les problèmes qui sont liés à la région du Sahel. Nous avons essayé d'attirer l'attention sur les défis sécuritaires qui existent ici, parce que franchement, il y a le terrorisme, dans cette région, comme partout dans le monde, l'extrémisme, la pauvreté, les conflits intertribaux, le changement climatique évidemment qui est aussi important, les migrations donc irrégulières. Donc nous avons aussi essayé d'attirer l'attention sur ces points-là. Vous savez qu'il y a eu 3 documents qui ont été adoptés lors du sommet de Banjul. 3 résolutions, voilà. La déclaration de Banjul, la décision concernant la question palestinienne et Al-Quds, et le communiqué final. Donc il y a eu un appel à la communauté internationale à contraindre Israël à se conformer au droit international, etc. Il y a eu bien sûr appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Parce que vraiment, et on a exigé que l'ouverture des corridors humanitaires, parce que vraiment il y a une tragédie humaine qui se vit dans la bande de Gaza. Et il a été aussi, bien sûr, question de mise en garde contre le danger d'un génocide et d'un nettoyage ethnique continu et de rejet catégorique de toute tentative de déplacement forcé. On a dit ça, non. Donc, on a, bien sûr, ce qui est important pour le Sénégal aussi, on a aussi réitéré le soutien ferme à la lutte légitime du peuple palestinien pour faire valoir ses droits et établir un État souverain avec Jérusalem pour capitale. Il y avait une chose qui était très importante aussi, que la Turquie a fait ajouter, suite aux propositions de la Turquie, des mesures ont été ajoutées
aux résolutions du sommet de l'OCI, geler les avoirs des personnes privées et morales responsables des crimes à Gaza, déployer des efforts pour bannir Israël des activités, événements sportifs, etc. Et déployer des efforts pour expulser Israël des organisations et forums, etc. Donc on a ajouté ça. Et ce qui est très important aussi, je devrais souligner que depuis un certain temps, on discutait d'avoir un représentant spécial du secrétaire général de l'OCI sur l'islamophobie. Ce statut a été donné et maintenant il y a un représentant, l'ambassadeur. Ce qui est une avancée majeure. C'est une avancée majeure et là c'est notre ambassadeur, monsieur Mehmet Pachaji, notre ambassadeur à Islamabad, qui a été nommé représentant spécial pour l'islamophobie. Ça, c'est très important parce que ça va porter la voix de tout le monde. Voilà. Alors, Excellence, vous l'avez dit tantôt, lors de ce 15e sommet de l'OCI, les 57 participants et leurs délégations ont apporté le soutien indéfectible à la Palestine, mais également à sa cause. Mais ils sont allés beaucoup plus loin en qualifiant de génocide les crimes à Gaza qu'ils ont donc... en tout cas, ils ont accusé Israël d'avoir commis donc, des crimes de génocide à Gaza. Est-ce que cela ne constitue pas une entrave pour la paix dans cette région du monde? Ah non, non, pas du tout. Au contraire, parce qu'il faut dire les choses telles quelles. Et vous savez, l'Afrique du Sud a fait un appel à la Cour de justice internationale. Donc nous aussi, nous participons à cet appel et nous appelons... Parce qu'il faut dire les choses telles quelles. La tragédie qui se vit en Palestine, il faut le voir tel quel. Donc, je pense qu'en mettant l'accent sur ce qui se passe là-bas, cela, au contraire, pourra apporter une solution au problème. Alors, depuis l'éclatement du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023, on assiste à une sorte de division au sein des pays arabes. Si d'aucuns apportent leur soutien à la Palestine, d'autres, par contre, adopte une posture de neutralité. Selon vous, à quoi est dû cela? Évidemment, il peut y avoir plusieurs explications, mais je pense qu'en fait, tout le monde est d'accord, parce que c'est impossible de dire qu'il n'y a pas de tragédie humaine qui se vit, mais évidemment, chaque État a ses priorités, et sûrement qu'il y a des priorités qui peuvent être économiques, etc. Il faut dire que la question palestinienne n'est pas seulement une question arabe, hein, c'est une question qui nous concerne tous. Donc on ne doit pas laisser cette question seulement au monde arabe. Donc c'est pour ça que nous, la Turquie, vous, le Sénégal et beaucoup d'autres pays africains qui font partie de l'OCI, nous devons apporter notre soutien. Mais il est évident que tous les pays pensent évidemment à leur propre intérêt tout d'abord, et je pense que ça se joue par rapport à cela. Depuis quelques jours, le Qatar, l'Égypte, mais également les États-Unis proposent leur médiation pour une longue trêve à Gaza. Après un temps de réflexion, le Hamas a finalement dit oui, mais se heurte au refus d'Israël qui a qualifié les conditions de trop avantageuses pour le Hamas. Et hier, on a appris que les deux camps ont décidé de se retrouver autour de la table pour continuer les discussions. L'espoir peut-il être permis par rapport à une issue pacifique à cette guerre? Oui, oui, bien sûr. En fait, pour vous dire, mais bon, évidemment, vous savez que la Turquie, depuis le 7 octobre 2023, on a une intense activité diplomatique pour mettre fin aux attaques israéliennes, et nous soutenons les efforts qui sont tous les efforts fournis pour cette trêve. Ce que le Qatar, l'Égypte font sont évidemment très importants. Il faut dire que la Turquie a toujours participé à tous les efforts de médiation et de cessez-le-feu depuis la première guerre de Gaza qui était en 2008-2009. Et donc on est toujours prêt à apporter notre contribution positive et constructive. Évidemment, il y a l'espoir pour une solution. Nous le savons qu'il y a espoir. Néanmoins, on doit souligner qu'il faut trouver une solution durable au problème, parce que pour qu'il n'y ait plus de guerre, parce que à chaque fois, en fait, on se concentre à la même chose. On dit oui, il faut trouver une trêve dès qu'il y a le cessez-le-feu, mais
il faut aller un peu plus loin. Donc nous, en tant que la Turquie, on a deux priorités, si vous voulez. Oui. On dit, oui, il faut la trêve immédiatement, il faut que l'aide humanitaire passe, c'est très important, mais il faut aussi trouver cette solution durable. Voilà, une solution à 2 États. Oui, ces médiations surviennent au moment où Israël s'apprête à lancer son offensive terrestre sur Gaza contre tout le monde. Même les États-Unis, les principaux partenaires de l'État hébreu, ne sont pas d'accord. Israël dit qu'il y va pour détruire les installations terroristes, mais également éliminer ceux qui les entretiennent. Est-ce que cela aujourd'hui ne va pas constituer en tout cas une tragédie humaine? Ah, ça c'est sûr qu'il faut absolument, mais malheureusement tout ce qui est dit, on voit, on a du mal, si vous voulez, à pouvoir, c'est-à-dire, vous savez, il y a la question des otages, il y a plusieurs questions qui sont discutées oui. dans toute cette situation de conflit. Et parfois, on voit qu'Israël est intransigeant sur ce genre de questions. Évidemment que cette tragédie humaine, vous savez, on parle de plus de 35 000 personnes qui ont perdu leur vie, et on parle pour la plupart de femmes et d'enfants. Et il y a plus de 70 000, presque 100 000 personnes qui sont blessées. Ouais. C'est vraiment une tragédie humaine. Donc il faut vraiment que le monde se lève et qu'on arrête les doubles standards et qu'on arrête cette tragédie humaine le plus vite possible. Au-delà des discours, qu'est-ce qui doit être fait concrètement par la communauté internationale pour freiner cette offensive terrestre annoncée par Israël? Déjà depuis quelques jours, on entend des explosions dans l'est de la ville de Rafah. Je pense que les sanctions sont très importantes pour dissuader Israël, comme la Turquie l'a fait récemment. Vous avez sûrement entendu parler que nous avons gelé notre commerce oui. avec Israël. Pourtant, c'est vraiment, nous sommes vraiment des grands partenaires commerciaux. Mais il faut pouvoir faire quelque chose. Au mois d'avril, d'abord, on avait annoncé pour à peu près 150 produits, mais là, on a gelé totalement le commerce avec Israël. Et ça, parce que bon, il faut les dissuader, il faut faire quelque chose. Donc, nous faisons appel à tous les États pour pouvoir prendre des mesures, des sanctions, malheureusement, pour que ça s'arrête. Et puis, tout de suite, se mettre ensemble pour pouvoir trouver une solution pour ceux qui n'ont pas encore reconnu la Palestine, qu'ils reconnaissent la Palestine et que vraiment cette solution durable soit, parce qu'on ne peut pas recommencer encore, une autre guerre peut éclater plus tard, ça peut recommencer. Donc là, maintenant, ça doit être vraiment la dernière fois. Il faut qu'on se mette à table et qu'on résout le problème, qu'on va à la source du problème. Voilà. La région du Moyen-Orient n'est pas à l'abri d'un autre conflit. Il y a quelques semaines de cela, nous avons assisté à une escalade militaire entre l'Iran et Israël. Les deux pays se sont attaqués militairement. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour que cette crise soit étouffée à l'étape où elle est? Tout à fait. C'est vrai que, évidemment, l'attaque que Israël a fait envers le consulat iranien à Damas, c'est le 1er avril, je crois, est inacceptable. Et bien sûr, c'est une attaque qui est illégale. Et il y a eu évidemment les représailles de l'Iran le 13 avril, et après les représailles d'Israël. Donc, évidemment, on peut dire qu'à chaque fois, bon, la Turquie a fait des déclarations par rapport à ces attaques. Il est évident que bon, toutes les parties doivent s'abstenir de prendre des mesures qui peuvent vraiment agrandir, parce que c'est vraiment un danger pour la région. Là, il ne faut pas détourner, il ne faut pas que l'escalade entre l'Iran et Israël détourne l'attention de la communauté internationale de notre principale priorité, qui est de mettre fin à la guerre à Gaza. Donc ça, c'est notre première priorité. Mais les rapports qu'on reçoit jusqu'à présent indiquent que la tension est plutôt calme, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer, évidemment, mais nous sommes en dialogue avec toutes les parties, et si au cas où ça recommence et que la tension monte,
c'est vraiment un grand danger pour la région. Il est normal on peut dire que l'Iran a été provoqué, donc ils ont réagi, mais il faut s'arrêter là vraiment et il faut qu'on se concentre sur la guerre à Gaza. Et concrètement, dans cette région, aujourd'hui, il y a des velléités de part et d'autre. Quel est le rôle que joue votre pays, la Turquie, pour participer à sa stabilisation? Ce qu'on fait évidemment, nous, on est toujours pour le dialogue et la médiation. On fait partie, on a beaucoup si vous voulez, on a beaucoup d'expérience dans le domaine de la médiation. Et on essaie d'accompagner toutes les parties, comme on est prêt à accompagner, c'est-à-dire on soutient tous les efforts de médiation comme ce que fait le Qatar et l'Égypte, etc. Donc, pour vous dire que là, on essaie de garder le dialogue avec toutes les parties, tout en disant ce qu'il faut. Comme vous le savez, notre président Recep Tayyip Erdogan et notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Hakan Fidan, ils disent les vérités très ouvertement et il faut vraiment continuer le dialogue et la médiation, quelque chose que le Sénégal sait très bien faire aussi d'ailleurs. Alors, depuis cette crise, depuis cette guerre, depuis l'éclatement de cette guerre à Gaza, on constate beaucoup de blocages au Conseil de sécurité de l'ONU, des résolutions allant dans le sens d'une trêve ou bien d'un cessez-le-feu qui ont été bloquées soit par les États-Unis, soit par les alliés d'Israël. Pensez-vous, comme le soutiennent certains, qu'on doit aller vers la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour la stabilité du monde? Bien sûr, tout à fait, parce que le système actuel ne représente pas le monde actuel. Évidemment, vous savez, il y a... notre président le dit, il le dit très bien, je pense que ça explique tout. Oui. Le monde est plus grand que 5. Le monde n'est pas constitué de 5 pays. Le monde est beaucoup plus grand, donc nous sommes pour la réforme parce que vraiment la situation actuelle aux Nations Unies ne représente pas vraiment la réalité du moment. Excellence, abordons maintenant les relations bilatérales entre la Turquie et le Sénégal. Comment se portent-elles? Oh, elle se porte très très bien. En fait, cette ambassade date de 1962. C'est l'une des premières ambassades que la Turquie a ouvertes sur le continent africain. Oui. Et votre ambassade a été ouverte en 2006. Donc la représentation mutuelle est bien installée. Aujourd'hui, nous avons d'autres institutions aussi qui sont basées à Dakar. Par exemple, ils opèrent dans différents domaines. Nous avons l'Agence de coopération et de coordination turque, l'ATICA, la Fondation Maarif avec ses écoles, le Centre culturel turc Yunus Emre et bien évidemment la Turkish Airlines. Et il faut dire que vraiment le Sénégal est un partenaire stratégique, privilégié, oui. que nous considérons vraiment comme un pays ami et frère. Et sur la scène internationale, nous nous soutenons mutuellement. Ça, nous l'avons vécu à plusieurs reprises. Il existe beaucoup de points de convergence, on en a parlé tout à l'heure, oui. notamment sur les questions d'islamophobie, sur la situation à Gaza. Et nous admirons le Sénégal, qui est un pays exemplaire dans la démocratie, de la démocratie pour la région, pour tout le continent. Nous sommes prêts à diversifier. Nous avons vraiment d'excellentes relations, ça je peux le dire, mais nous devons faire plus. Moi je pense que nous avons un peu plus de potentiel et nous voulons ajouter cette dimension stratégique à notre coopération. On pourrait hisser un peu plus haut oui. notre coopération, c'est ce que je pense. Le secteur privé, évidemment, joue un rôle important dans le développement du pays. La coopération économique et commerciale entre nos deux pays ont connu un important essor. Mais est-ce que ça représente le potentiel? Je vous dis tout de suite non. On peut faire beaucoup plus. Notre volume commercial bilatéral était l'année passée de 454 millions de dollars. C'est pas suffisant. Il faut qu'on fasse plus. Ce n'est pas du tout le vrai potentiel. On peut le faire. Oui. Ce que vous dites est très important.
le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal est certes important, mais peut-être revu à la hausse. Aujourd'hui, la balance commerciale, elle est excédentaire pour Ankara et déficitaire pour Dakar. Justement, qu'est-ce qui est fait par nos deux États pour revoir cela? C'est vraiment parce que nous souhaitons, et nous sommes d'accord avec vous, il faut qu'on travaille sur ce volet. Oui. C'est très important. Nous avons en fait tous les cadres, si vous voulez, tous les cadres juridiques, Oui. légaux qu'il faut. Nous avons les accords nécessaires. Nous avons une commission économique mixte que nous organisons. D'ailleurs, je pense que nous devrions l'organiser cette année, si possible. C'est une commission économique mixte où on revoit justement tous ces aspects. Oui. Et je crois qu'on doit faire un peu plus parce que vraiment, vous avez beaucoup de choses à donner à la Turquie, et ça, il faut le faire. Mais pour vous dire qu'il y a aussi beaucoup de va-et-vient, je veux dire qu'il y a eu beaucoup de délégations qui sont venues de Turquie et beaucoup de délégations qui sont parties du Sénégal en Turquie. Donc, en fait, il y a beaucoup d'efforts des deux côtés. Nous organisons aussi des foires ici. Il y a une compagnie turque qui organise de grands salons ici, où il y a beaucoup de compagnies turques qui viennent aussi, mais ils ont l'occasion justement de faire connaissance avec les compagnies locales. Mais on peut faire beaucoup plus. Nous avons un conseiller commercial au sein de cette ambassade, et nous travaillons avec toutes vos institutions. Donc, on va faire plus. Alors, quels sont les domaines dans lesquels les deux pays collaborent beaucoup plus? Bon, évidemment, pour le moment, je peux dire que c'est surtout la construction. Comme vous le savez, il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés par des compagnies turques, comme l'aéroport, comme le stade, SICAD, etc. Il y a plusieurs exemples, mais il y a aussi, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, bon, peut-être je peux dire une marque, je peux parler d'une marque, je ne sais pas. Mais bon, il y a par exemple une usine de meubles turcs qui a été créée ici. C'est totalement fait ici. Vous êtes un jour invité à la résidence pour voir les meubles qui ont été fabriqués ici. C'est-à-dire, on est un peu dans beaucoup de domaines. On est aussi dans l'énergie, etc. Donc, voilà, on est un peu dans tout ça. Mais, et aussi, évidemment, il y a aussi l'ATICA dont je vous ai parlé, qui est notre agence de coopération et de coordination turque, l'ATICA, qui fait beaucoup de projets. C'est de l'aide au développement. Pour un coup, par exemple, depuis qu'ils sont installés ici, ils ont fait à peu près 15 millions de dollars pour l'aide au développement qu'ils ont réalisé. C'est dans les domaines de l'enseignement, de la santé, etc. Il y a le centre culturel Yunus Emre, je ne sais pas si vous connaissez. Ils font l'enseignement de la langue turque, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'activités culturelles qui sont faites. C'est important aussi, vous savez, parce que quand on fait des activités culturelles, les populations se connaissent mieux, parce qu'on a besoin aussi, parce que quand vous allez en Turquie, vous dites Sénégal, vous savez à quoi pensent les gens? Au football. Mais c'est beaucoup d'autres choses, le Sénégal. Donc, il y a des choses, et quand, par exemple, on dit Turquie ici, peut-être qu'ici, on pense aux séries à la télévision. Aux séries télévisées. Voilà, aux séries télévisées, je pense. Et peut-être qu'on pense aussi aux constructions, je ne sais pas. Donc, il faut qu'on fasse plus. Donc, toutes ces institutions que nous avons ici, comme l'Institut Yunus Emre, comme l'ATICA, comme Maarif, ça aide à ce que les populations se rapprochent. Et c'est là qui va faire que la dimension économique et commerciale va encore plus se développer. Vous l'avez dit tantôt, la Turquie elle est présente dans plusieurs secteurs au Sénégal, que ce soit dans les infrastructures civiles, tout à fait, aéroportuaires. Quelque chose que les gens n'abordent pas souvent, c'est le transfert de technologie. Est-ce que nos deux États travaillent sur cette question? Il y a bien sûr transfert de technologie. C'est ça, vous abordez un sujet très important et je vous remercie parce que nous faisons attention à ce que d'abord il y ait on travaille avec les Sénégalais, c'est-à-dire il y a bien sûr un petit groupe qui vient de Turquie évidemment, mais le transfert
de technologie est faite. Je veux vous donner aussi un exemple, par exemple. Vous savez, bien évidemment, vous connaissez M. Maram Kairé, qui est le directeur général de l'Agence spatiale sénégalaise. Moi, quand j'ai découvert ce qu'il fait, j'ai été très impressionnée et j'ai dit qu'il faut absolument, parce que nous avons une agence spatiale en Turquie aussi, nous faisons de grands... vous savez que dans tout ce qui est technologie, nous sommes vraiment avancés en Turquie et j'ai souhaité vraiment qu'il y ait une rencontre et récemment, il était en Turquie. Donc, on a commencé vraiment à travailler et ça aussi, c'est un transfert de technologie qui est important. Ce n'est pas un rêve. Maintenant, l'espace, il faut en parler. Il faut, quand on dit les études spatiales, on peut se dire, est-ce que ce n'est pas un rêve? Non, ce n'est pas un rêve. Et même dans ça, moi, j'ai eu la chance de faire sa connaissance et de pouvoir établir cette coopération. Il va y avoir transfert de technologie aussi. Et vraiment, comme je vous ai dit, pour les meubles, il faut aller, vous pouvez aller voir, vous allez voir que ce sont les Sénégalais qui travaillent, qui font les canapés qui s'ouvrent, qui deviennent des lits. C'est notre manière de travailler. Nous, il le dit toujours, notre président, nous, notre partenariat, la manière dont on voit, attention, je ne dis pas politique africaine, je dis le partenariat avec l'Afrique. Attention, c'est un partenariat parce que c'est gagnant-gagnant. Vous y gagnez, on y gagne. C'est comme ça. Et il faut que ce soit comme ça. Voilà. Parlons toujours de transfert de technologie. Il y a quelques mois, des médecins sénégalais qui ont réussi à faire des transplantations rénales ont subi une formation chez vous en Turquie. Oui. Comment ça s'est passé, cette collaboration? En fait, cette collaboration, nous avons le secteur de la santé en Turquie est un secteur qui est très développé. Donc, c'est un secteur, c'est comme, vous savez qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui partent aussi en Turquie pour des soins de santé. Donc, c'est là qu'il y a eu, il y a une association ils ont eu un contact avec les autorités sénégalaises et c'est comme ça ils sont venus ici, ils ont fait la première transplantation et donc il y a beaucoup de délégations, il y a une autre délégation qui est partie récemment en Turquie, vos docteurs partent en Turquie et on y travaille parce que la santé c'est primordial et c'est ce que nous souhaitons faire, nous souhaitons partager ce que nous savons. Et nous sommes prêts à prendre de vous aussi ce que vous pouvez. C'est vraiment, c'est mutuel, c'est une approche mutuelle que nous avons. La Turquie, c'est aussi une destination... La Turquie, s'il vous plaît. D'accord, la Turquie, comme vous voulez. C'est une destination très prisée également par les étudiants sénégalais qui vont pour étudier plusieurs spécialités. Comment ça se passe aussi, cette collaboration dans le domaine de l'enseignement? Tout à fait. En fait, il y a les bourses de Turquie. Oui. Ce sont des bourses qui sont attribuées par le gouvernement turc. Oui. Il y a une demande qui doit se faire en ligne à partir du mois de février. Donc, pour cette année, c'est terminé. Les demandes ont déjà été faites. D'ailleurs, il y a une délégation qui arrive demain parce qu'il va y avoir un examen pour les dossiers qui ont été retenus. Donc, si vous venez vendredi et samedi, vous allez voir les jeunes Sénégalais qui seront ici à l'ambassade et qui auront des entretiens avec la délégation qui vient de Turquie. Donc, évidemment, il y a cet aspect-là. Et évidemment, il y a aussi ceux qui vont directement. Il y a eu des accords, des protocoles qui ont été signés avec certaines universités au temps de mon prédécesseur, parce que mon prédécesseur était un professeur, un académicien, donc Ahmed Kavas, voilà, qui a tenu à ce que la coopération dans le domaine de l'éducation soit développée. C'est une bonne chose, évidemment, mais il faut qu'on diversifie plus, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on reste dans quelques domaines, il faut qu'on diversifie. Et je sais que les autorités sénégalaises souhaitent que ces bourses et ces possibilités soient, qu'il y ait plus de possibilités d'avoir des bourses pour des études scientifiques, etc. Donc nous sommes tout à fait d'accord pour y travailler et nos autorités y travaillent déjà. Donc
je pense que c'est une destination, c'est vrai, qui est prisée. Voilà. Le Sénégal a connu une troisième alternance politique après l'an 2000 et 2012. Le président Bassirou Diomaye Faye a été élu au soir du 24 mars 2024 comme 5e président de la République du Sénégal. C'est un chef d'État qui a une vision panafricaine, qui a une vision souverainiste. Comment comptez-vous travailler avec lui dans le cadre de la coopération bilatérale entre votre pays et le nôtre? D'abord, félicitations, parce Oui. que vraiment, cette période a été une période remarquable où tout le monde, chacun, a montré son dévouement pour le bien du pays Oui. et pour la démocratie. Donc, j'admire votre pays et je dois absolument le souligner. Nous continuerons de la même manière à travailler. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand moi, j'ai vu le nom du ministère des Affaires étrangères qui est devenu ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères, j'ai dit bravo. C'est ça qu'il faut faire. Nous, on le dit toujours, il faut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Des solutions endogènes. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Vous savez, la Turquie nous avons 44 ambassades sur le continent. Donc, nous sommes vraiment, si je puis dire, un pays panafricaniste. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, moi je vais le dire. Donc, nous sommes aussi partenaires stratégiques de l'Union africaine. Oui. Nous avons, en 2021, justement, quand j'étais directrice générale des affaires africaines, là, on avait fait le dernier sommet Turquie et Union africaine. Voilà, donc on l'avait fait et tous les 5 ans, on le répète. Donc c'est pour vous dire que vraiment on a cette vision de l'Afrique. Et tout ce que dit en fait Son Excellence, Monsieur le Président Diomaye Faye, ça concorde vraiment avec ce qu'on dit. Parce que nous, c'est toujours ce qu'on dit. Nous, on ne se mêle pas des affaires internes. Nous, on est pour un partenariat gagnant-gagnant. Donc, nous sommes prêts à apporter notre contribution au projet. Nous sommes à l'écoute et j'aurai l'occasion, dès que j'aurai l'occasion de rencontrer les autres autorités, oui. Je pourrai l'exprimer aussi. J'ai commencé à rencontrer certaines des autorités, des ministres, donc je commence à les rencontrer petit à petit. Donc, je peux dire que le Sénégal peut compter sur le partenariat de la Turquie. À l'image des autres partenaires du Sénégal, comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, notre pays collabore avec eux dans le domaine du renseignement, mais également de la sécurité. Est-ce que vous également, dans le cadre de votre collaboration avec le Sénégal, vous avez commencé à explorer cette piste stratégique? Mais bien sûr, nous avons d'ailleurs, au sein de cette ambassade, nous avons un conseiller qui est responsable des affaires internes, des affaires intérieures, donc qui s'occupe de tout ce qui est sécuritaire, exactement. Donc, évidemment, c'est important parce que nous avons les mêmes objectifs. C'est quoi? C'est lutter contre le terrorisme. Et pour ça, il faut absolument qu'il y ait une coopération. Que le terrorisme, ce soit au Sahel, ça ne veut pas dire que c'est pas chez nous. Vous savez que nous, en tant que Turquie, nous avons tellement eu de problèmes, nous avons tellement eu à lutter avec le terrorisme et nous continuons à le faire. Donc, pour vous dire que, évidemment, c'est un domaine qui est déjà là. Parlons maintenant de la place de la Turquie en Afrique. Aujourd'hui, plusieurs de vos concurrents sont en train de bien s'implanter sur le continent. Bon, on peut le dire ainsi. En tout cas, l'Afrique, c'est un continent qui est en plein essor, qui est très prisé en tout cas par les grandes puissances. Il y a la France, il y a les États-Unis. Maintenant, il y a la Russie et la Chine qui sont des partenaires privilégiés de beaucoup de pays ici, au Sahel. Comment ça se passe, votre présence ici en Afrique, au-delà du Sénégal? Écoutez, le mot concurrent, d'abord, je ne suis pas d'accord avec le mot concurrent, parce que l'Afrique, je ne dois pas dire l'Afrique, les pays africains, chacun d'entre eux est libre de choisir ses partenaires et de travailler avec quel
partenaires, ils souhaitent travailler. Donc ce n'est pas à nous de dire quoi que ce soit. Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 44 représentations diplomatiques, pas autant que la Chine, bien évidemment, qui ont des ambassades partout. Mais pour nous, nous sommes aussi ouverts à des coopérations avec tous ces pays dont vous parlez. On peut faire beaucoup de choses, même ensemble, en Afrique. Donc pour nous, nous faisons des consultations avec tous ces pays-là concernant notre partenariat avec l'Afrique, parce que c'est vrai que la Turquie attire l'attention, parce que moi je pense que nous avons un type de partenariat qui est assez spécial et qui est très sain, parce que c'est un partenariat, je le dis encore une fois et je le souligne, qui est gagnant-gagnant, où il y a transfert de technologie, où il y a partage, où il y a respect mutuel, je souligne, respect mutuel. Donc pour cela, nous, on ne parle pas de concurrence. Chacun a le droit de travailler avec qui que ce soit, mais je vais vous donner un exemple, peut-être pour vous faire sourire un peu, pour vous dire qu'on est ensemble avec tous ces pays-là pour travailler pour le Sénégal, pour l'Afrique. Vraiment, nous sommes ouverts. Je ne sais pas si vous avez suivi, l'année passée, c'était le centenaire de la République de Turquie, et nous avons fait beaucoup d'activités culturelles. Et l'une de ces activités, elle n'est pas politique du tout, hein, cette activité, elle est très culturelle, mais j'en parle quand même, pour vous dire que tous ces pays peuvent agir ensemble pour le bien d'un autre pays. Nous avons fait, vous connaissez sûrement Adama Paris, qui est une styliste, styliste. Et elle a Dakar Fashion Week qu'elle fait tous les ans depuis 21 ans. L'année passée, on a fait le lancement de cette semaine ici. Et vous savez ce qu'on a fait? On a été 14 ambassadrices et chefs de mission à monter sur le podium pour accompagner les enfants de la rue. Et on a collecté des fonds pour pouvoir aider ces enfants de la rue, une association qui s'appelle Solidarité pour les enfants de la rue. Et qui était sur ce podium? Bon, il y avait moi, bien sûr, il y avait mes collègues, l'ambassadrice de la France, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud, il y avait la chef de mission de l'UNICEF, de UNFPA, pour vous dire qu'on peut être ensemble toujours pour la bonne cause. Et tout ce qui est partenariat économique, etc., c'est votre pays, c'est votre souveraineté, vous choisissez avec qui travailler. Un partenariat d'égal à égal. Voilà, et qu'est-ce qui singularise justement le partenariat entre la Turquie et les États africains, contrairement aux autres? Qu'est-ce qui singularise votre partenariat avec l'Afrique comparé aux autres? Comparé, je ne sais pas si c'est comparable. Qu'est-ce que vous avez à offrir de plus par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'on a à offrir de plus? On a notre... Je crois que si on parle par exemple du Sénégal, on a beaucoup de points communs. On a une majorité musulmane, on est 99% de musulmans. On a des traditions qui sont communes, c'est important quand même. On a la même manière de voir les choses, on partage la même opinion, on a la même vision. Donc il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Je pense que c'est peut-être un avantage. Et même position diplomatique sur certaines questions, comme celle relative à la Palestine. Oui, qui est très important. Vraiment, on dit la même chose. On dit exactement la même chose. C'est pour ça. Et le partenariat que l'on a, je ne veux pas dire que les autres pays n'ont pas le même type de partenariat, mais il y a quelque chose quand même qui vous singularise, qui vous différencie des autres. Je pense que c'est vraiment cet aspect gagnant-gagnant et ce respect mutuel. Je pense que c'est ça, parce que nous faisons très attention à cela. C'est-à-dire que vraiment, c'est une relation d'égal à égal. C'est pas le grand frère. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne dis pas que les autres le font. Un partenariat équitable. Équitable, voilà. Donc je pense que c'est ça qui fait
le charme, on va dire, du partenariat, de ce que offre la Turquie. Nous avons cette sensibilité parce que nous sommes passés aussi, on a eu certaines difficultés. Moi, je me rappelle d'ici il y a 20 ans comment la Turquie était. Donc, on a eu certaines difficultés. Donc, puisque nous avons cette expérience et que nous pouvons vous dire, voilà, vous pouvez faire cela, ceci, on peut faire comme ça pour avancer dans ce domaine, pourquoi ne pas le partager avec nos amis? Nous, on a cette vision. Et on est clair, on n'a pas d'agenda caché. C'est ce qu'on a, on le dit, on le fait, c'est tout. Donc, c'est tout simple. Je crois que c'est ça, voilà. Et globalement, comment jugez-vous le climat des affaires en Afrique? Ah, très intéressant. Le climat des affaires est très intéressant, mais évidemment, il faut pouvoir, pour attirer les investisseurs, bien évidemment, Oui. il faut que le climat du pays, comme par exemple en ce moment, et ça a toujours été comme ça un peu pour le Sénégal, c'est comme ça, un pays stable, où là, évidemment, il y a un changement. Donc, notre secteur privé aussi, évidemment, tout le monde est à l'écoute pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement, etc. Mais pour le climat, quand je parle du Sénégal, évidemment, je préfère parler du Sénégal, mais c'est vrai que c'est très attirant pour beaucoup de pays, je suppose, et pour le secteur privé turc aussi. C'est l'avenir ici. Même pas l'avenir, c'est le présent. Le continent africain, c'est le présent du monde, voilà. Espérons que l'avenir sera aussi radieux. C'est de par ces mots que s'achève cet entretien spécial sur ITV. Merci à vous, Madame l'ambassadrice, de nous avoir reçus ici, dans votre ambassade. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kassé, et à bientôt. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur cette antenne. Au revoir.